Pour moi, disons, c'est un peu, je dirais pas une surprise, mais disons, il n'était pas parmi les grands candidats et ça montre combien finalement ce dispositif électoral, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, fournissait des élections relativement compétitives. Maintenant, évidemment, si on se réfère à l'histoire politique de Formaggio, puisqu'il a été ancien Premier ministre, comme vous l'avez dit, on peut se poser un certain nombre de questions. Mais très clairement, son élection est le fruit d'une mobilisation des députés, d'une frange des députés qui était très hostile à l'Éthiopie, très hostile aux interventions internationales dans le processus de toutes sortes. Et certainement, on a un petit Trump, si vous voulez, pour le dire comme ça. Vous voulez dire un président élu hostile à la présence de la MISOM, la mission de l'Union africaine dans le pays? Alors, lorsqu'il était Premier ministre, il a multiplié les critiques vis-à-vis de la MISOM et de façon générale vis-à-vis de l'Éthiopie et des États de la région. Donc, c'est quelqu'un qui, s'il n'a pas évolué, on va le savoir dans les prochains jours, certainement sera beaucoup plus rétif dans les discussions régionales et internationales, et également quelqu'un qui, comme Premier ministre, n'était pas connu comme un caractère facile. Son arrogance a été dénoncée plusieurs fois par non seulement la classe politique somalienne, mais un certain nombre de députés, de diplomates étrangers. Encore une fois, il a perdu son poste, il est passé par l'exil à nouveau, il revient. On va voir s'il a changé, mais il y a très certainement des inquiétudes. L'autre chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il est élu également par une frange, disons, des députés qui sont proches de certains courants qui sont plus radicaux que les frères musulmans. Plus radicaux que les frères musulmans, vous entendez des courants proches des Chebabs qui se sont eux-mêmes revendiqués du groupe État islamique? L'islamisme somalien, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, n'en déplaise à M. Trump et à d'autres, c'est un spectre politique assez large et donc très certainement on a là autour de lui on a des soutiens qui sont effectivement des gens qui font partie de l'islamisme armé des années 90 et qui au tout début dans des conditions politiques très différentes d'aujourd'hui, ont effectivement eu des relations assez bonnes avec Shabab. Mais Shabab n'était pas non plus ce que c'est devenu aujourd'hui. Oui, il faut rappeler que c'était au départ des tribunaux islamiques qui participaient à gouverner le pays, qui a été, il faut le rappeler, dans un vide politique total, en tout cas pour ce qui est de son administration dans les années 90. Vous pouvez peut-être en dire deux mots d'ailleurs. Alors, si vous voulez, on va voir dans les prochains jours qui sera choisi comme Premier ministre, mais on voit effectivement des courants qui font partie disons, du mouvement salafiste somalien. Je rappelle qu'être salafiste n'est pas criminel, n'en déplaise à M. Trump et à d'autres. C'est une idéologie qui a cours en Arabie Saoudite, notamment avec le wahhabisme. Wahhabisme, et à qui on vend beaucoup d'armes, et aux Émirats Arabes Unis aussi un peu, et donc au Qatar. Et donc d'un autre côté, ce sont des gens qui effectivement, à la fin des années 90, ont eu des positions beaucoup plus militantes, et qui au début des années 2000, face à ce qu'ils considéraient être, non sans de bonnes raisons, des ingérences éthiopiennes et américaines, ont développé des relations avec des courants beaucoup plus radicaux qu'eux, notamment Shabab. Oui, notamment Shabab. Aujourd'hui, on a donc cette situation d'un président qui est élu par 275 députés et une cinquantaine de sénateurs. 56 sénateurs, oui. C'est d'abord donc un chef d'État choisi par un nombre restreint d'électeurs, il faut le dire. Oui, alors bon, c'est pas non plus ce qu'on avait. Le président du Conseil, je crois, en Italie, a aussi désigné de cette façon-là. Donc, c'est pas en soi. Le vrai problème, c'est la sélection des parlementaires. Par des clans. Pas seulement par des clans, mais par chaque parlementaire est choisi par 51 personnes de son propre sous-clan. Et c'est ça qui a en fait donné lieu à toutes ces dénonciations de corruption, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de situations assez difficiles. Justement, on va le voir, la situation en termes de corruption aujourd'hui dans le pays. La Somalie est le pays, d'après Transparency Agency, le pays le plus corrompu du monde. Alors, on n'a pas le classement à vous donner, mais enfin, sachez que voilà, le plus corrompu du monde, plus corrompu donc que des pays qu'on imagine évidemment en tête du palmarès. Alors évidemment aujourd'hui la Syrie où il n'y a plus aucune structure étatique, mais c'est le cas aussi de la Corée du Nord qui, bien qu'extrêmement centralisée, permet aussi de détourner beaucoup d'argent. Cette situation, c'est le fruit d'après vous de la guerre qui a permis, en cassant toutes les structures étatiques classiques, à la corruption de prospérer, ou est-ce que c'est plus profondément ancré encore avec cette culture des clans?
Écoutez, je crois que d'abord, il faut rappeler que la corruption, elle vient des structures étatiques. Mmh. Et que s'il y a eu la guerre civile en Somalie, c'est bien parce que les structures étatiques dysfonctionnaient. Donc, il ne faut pas blâmer les clans pour des choses qui ne relèvent pas d'eux. Je crois après que dans le dispositif électoral, vous avez eu un ensemble de pratiques que personnellement on peut trouver, que personnellement je trouve contestable. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous faites de la politique clanique, vous devez rassembler des gens de votre clan, les convaincre sur des bases qui ne sont pas des bases de programme politique, mais des bases de vous êtes le meilleur au sein du clan pour défendre les intérêts du clan. Oui, l'argent a circulé, mais d'une certaine façon, c'était un résultat dont auquel on devait s'attendre compte tenu de l'histoire Oui. que ça a eu. Et c'est vrai pour les élections en Somalie aujourd'hui, ça sera vrai dans quelques mois pour les élections au Somaliland, ça a toujours été le cas. Donc il n'y a pas d'espoir d'améliorer la situation? L'espoir d'améliorer la situation, ça viendra quand on sera capable d'organiser des élections comme on les organise ailleurs, ce qui veut dire également se poser la question de la guerre qui continue en Somalie et de qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de Shabab. On dit horizon 2020, ça vous semble crédible, ça? Non. Enfin, pas dans les conditions pour actuelles. Des élections au suffrage universel. Encore une fois, il faut regarder, c'est un pays en guerre. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est un pays en guerre avec une organisation qui contrôle une bonne partie du territoire au centre-sud, même s'il ne contrôle plus les principaux centres urbains. On sait que militairement, on n'arrivera pas à la battre. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Personne aujourd'hui ne veut ou ne peut répondre à cette question. Les Somaliens n'ont pas droit au chapitre et la communauté internationale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle finance AMISOM, donc cette force de l'Union africaine. Les États de la région interviennent comme bon leur semble au-delà de leurs frontières nationales à l'intérieur du territoire somalien. C'est un chaos militaire, ce n'est pas une offre politique distincte de Shabab. Vous voyez un moyen de lutter efficacement contre Shabab et d'en réduire l'influence ? Écoutez, je crois, c'est une question compliquée, mais il faut d'abord se souvenir, et c'est vrai hélas, pour bien d'autres situations au Proche-Orient et au Sahel, que ce sont des mouvements politiques qui ont une offre politique. Et après, ils utilisent des moyens terroristes ou des moyens militaires. Aujourd'hui, ce qu'ont fait les Français et d'autres, c'est intervenir sur les moyens militaires. On ne répond absolument pas à la question de l'offre politique. Donc il faut là-dessus se poser les problèmes et bien comprendre que les solutions, s'il y en a, elles ne seront pas exactement celles des laïcs du 7e arrondissement de Paris. Oui, on comprend ce que vous voulez dire. Elle passe par la négociation, d'après vous, inévitablement ? Écoutez, alors je crois... Avec des mouvements armés ? Moi, je dis toujours qu'il ne faut jamais exclure cette hypothèse pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. La seconde, c'est se poser la question des négociations. Je ne dis pas aujourd'hui. C'est se rappeler que Shabab est effectivement une organisation politique. Et comme d'autres contre lesquels les forces françaises combattent au Sahel. Et je sais bien que c'est difficile à admettre peut-être pour ceux qui sont sur la ligne de front, mais encore une fois, il faut réfléchir. Il faut réfléchir politiquement et pas simplement passer de la morale aux militaires comme ça se fait depuis des années aux États-Unis et puis en France, pour parler de ça. Quel pays... Alors, vous parliez des clans, juste pour qu'on comprenne bien, vu de l'étranger. Les clans, ça ne recoupe pas forcément des distinctions ethniques, ni même tribales, comme on peut le voir, par exemple, en Libye. Alors si, alors bon, vous avez, c'est un système segmentaire, donc il faut penser, c'est une organisation des gens par rapport à leurs ancêtres. Et donc, vous êtes, la Somalie est un des rares pays africains, ils sont trois ou quatre à être ethniquement homogènes, si on exclut les Bantous. Et donc, vous avez des ancêtres, vous construisez des ancêtres communs avec d'autres gens, et à partir d'un certain niveau, vous pouvez constituer un groupe qu'on appellera... On est donc bien dans cette logique-là, ça veut dire aussi que la reconstruction de la Somalie passera forcément par ces clans ? On ne peut pas ignorer le tissu social d'un pays, dans n'importe quel cas, et donc en Somalie aussi. Le clan a des aspects, disons, assez préjudiciables, il y a également des aspects extrêmement positifs. C'est grâce à ça qu'on n'a pas eu la violence absolue qu'on a connue dans d'autres guerres civiles. Pensez à ce qui s'est passé au Sierra Leone ou au Libéria, ou même dans l'Est du Congo. Vous avez eu beaucoup de violence en Somalie en 91-92. Vous avez encore jusqu'à aujourd'hui des affrontements, je ne parle pas du
terrorisme, mais au-delà de ça. Mais on a évité le génocide grâce à ça, c'est ce que oui, vous on n'est dites. pas du tout dans des situations génocidaires. Donc il y a une capacité à se reconstruire, il y a une résilience qui est aussi basée là-dessus. Ce n'est pas pour faire l'ode au clan, encore une fois. Il y a des aspects extrêmement négatifs, par exemple dans la construction d'État. On le voit dans le système politique. Si vous voulez, le président a des pouvoirs, le Premier ministre, en fait, d'une certaine façon, mine les pouvoirs du président. Et tout fonctionne. En gros, chaque fois qu'on donne un pouvoir à quelqu'un, on défait ce pouvoir en donnant... Une neutralisation permanente. Voilà. Hein, ouais.